Voilà, maintenant on a les chaises, on a tout le monde. Bon après-midi et bienvenue à cette initiative, ce panel sur la réforme de l'euro. Comme vous savez, l'euro a 20 ans cette année, et donc l'anniversaire est une occasion de réflexion sur la robustesse de sa gouvernance économique. Et bon, c'est clair qu'on vient d'une grande crise, en fait la crise financière mondiale de 2008 et aussi la crise de la dette en euro de 2010 et 2012 ont révélé que notre union économique et monétaire n'était pas préparée à faire face à une récession majeure liée à des perturbations financières. Depuis lors, beaucoup a été fait dans le renforcement des institutions. Nous avons notamment achevé la première étape de l'union bancaire en établissant un superviseur unique, ainsi que des règles et des fonds communs pour la résolution des défaillances bancaires. Nous disposons également d'un mécanisme de stabilité européenne qui pourrait intervenir dans les crises souveraines en fournissant des prêts aux pays en difficulté. Mais le processus de réforme est toutefois incomplet. Et nombre de problèmes identifiés il y a un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés lors de la dernière crise et on croit que ces problèmes réapparaîtront dans une crise future. Nous, autour de cette table, on pense que l'euro est un pilier important de l'Union européenne et un retour aux monnaies nationales dans le contexte d'un marché des capitaux globalisé, créerait une instabilité financière et exposerait les petites économies ouvertes de la zone euro à une grande volatilité et à des ajustements douloureux aux chocs négatifs. Mais évidemment, pour bénéficier des avantages de la monnaie commune, nous devons lui donner une assise plus solide et on pense que ça, c'est effectivement urgent. Donc, la conférence d'aujourd'hui veut pour objectif d'identifier les réformes urgentes nécessaires à un meilleur fonctionnement de l'euro en temps normal, ça veut dire la croissance, la compétitivité, les inégalités, mais aussi pour la gestion d'une crise future, parce qu'on ne peut pas exclure qu'une crise future va arriver un jour, peut-être pas dans un futur trop loin. Cette initiative aujourd'hui suit 2 jours de travaux d'un groupe d'experts coordonné par le Center for European Policy Research. Il s'agit d'un groupe de travail indépendant composé d'universitaires et d'experts chargés de débattre, de concevoir les prochaines étapes d'un programme de réforme susceptible d'informer et d'inspirer le processus politique. Il comprend des membres des différents pays et avec des perspectives différentes, mais avec une conviction commune qu'un débat basé sur la recherche nous permettra de converger vers un programme de réforme susceptible d'informer et d'inspirer le processus politique. Quelqu'un parmi quelqu'un de ces groupes sont autour de cette table et donc ils étaient d'accord de faire des expériments multilinguistiques. En fait, il n'y a pas que des Français, ce n'est pas seulement moi avec mon français horrible, mais il y aura aussi des Allemands et des autres Italiens qui vont faire cet effort de parler français comme un hommage à la France, autant qu'un des pays importants dans la construction européenne. Mais avant de les introduire, je voudrais donner la parole à Beatrice Weder Di Mauro, qui est la présidente du CPR, donc du Center for European Policy Research, et qui va présenter l'idée de cette initiative. Et après Béatrice, j'introduirai les autres membres du panel et on commencera la discussion. Beatrice. Merci beaucoup, Lucrezia. Merci beaucoup à tous pour cette initiative. C'est un plaisir de vous accueillir au nom aussi du CPR et de dire quelques mots sur l'histoire du CPR et de ce groupe. Le CPR a été fondé il y a 35 ans et il a été créé pour
pour avoir un équivalent européen du NBR, que c'est le réseau des économistes basés aux États-Unis, et quelque chose qui manquait en Europe. L'entreprise a été un grand succès. Aujourd'hui, le CEPR, c'est le premier réseau européen des économistes regroupant plus de 1300 économistes académiques. Et le CEPR a une double mission, c'est de promouvoir l'excellence en recherche et en même temps l'utilisation de cette recherche dans l'élaboration des politiques économiques. Dans ce cadre, clairement, la construction de l'Europe a été quelque chose qui a toujours été très au sein de CEPR. Le CEPR a été un acteur de premier plan dans les discussions autour de la conception du marché commun, de la monnaie unique et un grand nombre des problèmes que nous voyons maintenant dans l'architecture de l'euro étaient déjà anticipés par des membres du CEPR. Après la crise de la zone euro, nous avons réuni un groupe des économistes, dont beaucoup est aussi dans le panel, entre autres Lucrezia, et afin de réfléchir sur les réformes nécessaires et à la manière de surmonter la crise et de compléter l'architecture de l'euro. Et après, il y a 2 ans, quand il y avait l'idée d'une possibilité d'une entente franco-allemande sur le thème, on a constitué un groupe de 14 économistes qui étaient de 7 de nationalité française et 7 qui viennent de l'Allemagne et qui ont fait des propositions pour la réforme de l'euro qui partait de la conception qu'il y avait traditionnellement 2 diverses analyses. Celle que l'on appelle plus l'allemande, que l'analyse, c'était qu'il manque de la discipline et des règles, d'une part, et que le no bailout clause, c'était pas institué dans la crise, et l'autre qu'on a identifié plus avec la française ou latin, que c'est qu'il manque dans l'euro le partage du risque. Dans notre groupe, on a fait l'analyse et on a proposé que c'était une dichotomie mauvaise. Ce n'est pas qu'il manque une chose ou l'autre, c'est parce que ce ne sont pas des substituts, ce sont des compléments. Et la zone euro a besoin de tous les deux. Elle a besoin des dessins qui font possible une politique de non-sauvetage, no bailout, d'une part, mais elle a aussi besoin de partager des risques, par exemple sur un budget commun, et des autres politiques que, en fait, la France a très fortement soutenu dans le débat européen. En fait, c'est pour ça que venir à Paris, c'était très, très approprié, parce que dans ce moment, le président Macron il a toujours été un ardent défenseur des réformes de l'euro et de la réforme de l'Union européenne. Et c'est Paris, vraiment, dans ce moment, la capitale des penseurs européens visionnaires. Et c'est pour ça qu'à Paris, on cherche de pouvoir avancer ce que j'appellerais le grand débat entre les économistes européens. Merci beaucoup. Bon, merci Beatrice. Beatrice est allemande et italienne, hein, donc voilà. Je vais introduire les Suisse-allemand. Je vais introduire les autres membres du panel et je vais procéder par ordre alphabétique. Alors, je commencerai par Marco Butti, directeur général du directorat économie et finances à la Commission européenne. Heinrich Handerlein, directeur de la Hertie School of Government et de l'Institut Jacques Delors de Berlin.
Francesco Giavazzi, professeur à l'Université Bocconi de Milan. Michel Oudébine, chef économiste du Trésor français. Jean Pisani-Ferry, professeur à la Hertie School of Government, à l'Institut d'études européennes et à Sciences Po. Beaucoup d'affiliations. Hein, Natacha Valla, vice-directeur général du directeur économie de la Banque centrale européenne. Et Jacobin Feitzacker, chef économiste du ministre des Finances allemand. Donc, on a ici deux chefs économistes, Allemagne et France. On a des professeurs et on a des femmes et des hommes, il faut dire aussi. Voilà, donc je vais faire une petite introduction et après je vais poser des questions aux membres du panel. Donc je vais partir un peu de ce qu'était la discussion hier, mais aussi dans les rapports franco-allemands qui étaient cités par Béatrice et aussi par des autres rapports d'experts que les CPR a coordonnés dans les dernières années. Donc la discussion sur la réforme de l'euro était concentrée sur trois sujets principaux. Premièrement, créer un meilleur mécanisme pour atténuer les crises et partager les risques entre les citoyens de l'Union. Alors, cela inclut l'amélioration de l'union bancaire. Est-ce qu'il faut introduire un mécanisme commun de dépôt bancaire pour garantir la même protection aux dépôts de tous les citoyens de l'Union, quel que soit leur lieu de résidence, par exemple? Ça, c'était un sujet important. La création d'un marché des capitaux unifié pour la zone euro est aussi désirable, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la soutenir et pour la développer? On n'a pas eu beaucoup de progrès sur ce plan. Il faut également considérer des mécanismes fiscaux budgétaires pour pouvoir mettre en place des politiques anticycliques pendant les récessions pour que le poids de cette responsabilité des politiques anticycliques, des stabilisations, disons, ne soit pas exclusivement sous la Banque centrale européenne. À ce moment, c'est comme unique institution fédérale a un énorme poids sur son dos. Évidemment, l'objectif ultime de ces réformes sera de minimiser les risques que les crises entraînent, soit une austérité préjudiciable, soit des gros emprunts publics assortis de perspectives de remboursement incertaines, comme ce fut le cas en 2010-2012, en particulier lorsque de la crise grecque. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième thème de discussion, comment concilier un meilleur partage des risques et de meilleures politiques de prévention des crises. Les mécanismes de partage des risques devraient être renforcés, mais devraient aussi renforcer les incitations des politiques responsables au niveau national. Et donc, la discussion va mettre en place des mécanismes de partage des risques. Est-ce qu'ils vont affaiblir plutôt que renforcer les incitations à ces politiques responsables? Donc ça, c'est le deuxième point de discussion. Le troisième, est-ce qu'on a besoin de réformes qui augmentent la croissance dans la zone euro et la rendent plus inclusive? Donc, pas seulement des mécanismes financiers et de stabilisation, mais aussi un agenda qui puisse favoriser la croissance et l'inclusion sociale. Donc, comme vous savez, la croissance de la productivité dans la zone euro a été sous-performante au cours de la dernière décennie, mais aussi sous-performant par rapport aux États-Unis. Et donc, en fait, l'euro, on l'a fait pour quelque chose. Et donc, il faut renforcer notre union pour qu'elle puisse rendre la promesse initiale réalistique, en fait. Et donc, ça, c'est un thème important. Donc, avec cette introduction, je vais maintenant demander à chaque membre du panel d'expliquer en 5 minutes leur opinion sur la question suivante. Quelles sont les réformes absolument nécessaires pour rendre l'euro robuste à la prochaine crise et aussi pour satisfaire sa promesse de les rendre plus performantes et plus inclusives?
Je vais procéder en ordre alphabétique, et donc je commence pour Marco Butti, Commission européenne. Ok, merci beaucoup Lucrezia, merci au CPR, Collège de France, de nous avoir invités. Et je pense que c'est un peu symbolique aussi qu'on parle des constructions européennes, d'achever la construction européenne aujourd'hui dans ce jour très triste ici à Paris, mais je pense que c'est très bien de le faire. Lucrezia, tu mentionnais ces 20 ans de l'euro. Pour une monnaie, pour un système monétaire, 20 ans, c'est très jeune. Hein. Moi, j'ai regardé ce matin les parallèles avec les États-Unis. Et si je regarde les dates, en 1791, on dirait 91 en Belgique, mais ici, il faut faire l'effort, le Congrès établit la First Bank des États-Unis, qui était le précurseur de la Federal Reserve. Seulement en 1913, la Federal Reserve a été créée et mise dans la législation. En 1917, on a les premiers budgets, même très petits, aux États-Unis. Et c'est seulement en 1932, c'est le New Deal pendant la crise, que un budget plus proprement dit a été utilisé pour fonction de stabilisation aux États-Unis. Et seulement en 1934 que les dépôts communs ont été adoptés aux États-Unis. Alors, je pense qu'il faut prendre un peu une perspective, un recul un peu historique pour voir un peu ce qu'on a fait et bien sûr ce qu'il faut encore faire. Donc, il y a eu une réponse pendant la crise qui a été importante. On a établi un mécanisme européen de stabilité. On ne l'avait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise? On a dû réagir un peu aux événements pour survivre, parce que c'était une crise vraiment existentielle. On a lancé l'union bancaire, on a renforcé la gouvernance économique, mais toutes ces réformes ont été entamées, mais il faut les mener au bout de leur chemin. Donc, on a maintenant un programme à court terme, c'est d'ici juin 2019, cette année, quand on aura les sommets des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Et qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme tâche? La première, c'était de renforcer les mécanismes européens de stabilité, c'est de faire avancer l'union des marchés des capitaux et l'union bancaire, et c'est de mettre en place aussi, et sur ce point-ci, Béatrice le disait, à l'initiative du président Macron, un premier budget de la zone euro, et voilà, ça c'est la tâche d'ici au mois de juin. Après, je pense qu'il faut décider quoi faire. Hein. Et je pense qu'il y a deux choix de fond. Est-ce que l'on continue avec des progrès, disons, millimétriques, hein, très difficiles sur chaque point, ou on tire une ligne et on dit, voilà, on regarde à nouveau un peu, disons, les projets et les conditions pour une réforme plus substantielle. Moi, je crois que l'inertie politique amène à la première venue, un volontarisme et ce dont on a besoin amène, je pense, au deuxième, d'être plus ambitieux. Comment faire pour être plus ambitieux? Alors, la question du comment, c'est aussi important que la question de quoi faire. Hein. Et je pense que la condition sine qua non fondamentale pour faire des progrès plus soutenus et plus ambitieux, c'est il faut surmonter la division actuelle entre pays créditeurs et pays débiteurs. Ça a créé beaucoup de problèmes en termes de confiance mutuelle. Et les pays créditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclinent toutes les priorités en termes de réduction des risques, en termes de responsabilité. Tous les pays débiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'accent sur le partage du risque, sur la solidarité. Et, comme Béatrice le disait au début, il faut arriver ici à remettre ensemble et recréer un esprit commun où on surmonte cette division-là en ayant en tête que
et ça, je le crois fortement, ceux qui sont les pays créditeurs d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les pays créditeurs de demain. Exemple tout à fait clair, on est dans une gouvernance économique mondiale où les États-Unis sont, disons, mettons comme ça, moins fiables que dans le passé. Si on rentre dans une guerre commerciale avec les tarifs sur les voitures ou d'autres, qui va être la première victime de ça? Fort probablement ce qui est, disons, les pays créditeurs par excellence d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut arriver à une récréation d'une confiance mutuelle, et c'est seulement avec ça que l'on peut faire des progrès sur les choses dont les objectifs dont on a parlé déjà. C'est l'union bancaire, c'est un véritable budget de la zone euro, c'est l'union des marchés des capitaux, c'est la création aussi d'un actif sûr, sans risque au niveau européen. Je voudrais terminer avec une citation que je pense capture bien l'esprit de ce que je viens de dire, et c'est la définition de solidarité qui est donnée par Habermas, philosophe allemand. Traduction en français de ses propos, et je lis. La solidarité est un terme qui décrit la relation de confiance mutuelle entre deux acteurs qui ont volontairement pris part à un projet politique commun. La solidarité n'est pas de la charité, et ce n'est certainement pas non plus une forme de traitement à l'avantage d'un des acteurs. Ceux qui s'engagent dans la solidarité sont disposés à accepter un désavantage à court terme au profit de leur propre intérêt à long terme, tout en sachant que l'autre agirait de la même manière dans une situation similaire. La confiance réciproque, dans notre cas, la confiance au-delà des frontières nationales, est une variable tout aussi importante que l'intérêt personnel de long terme. Ça, je pense, c'est ce que je pense devrait être dans l'esprit commun quand donc on discute quoi faire pour la zone euro et pour l'Europe plus en général. Merci Marco. La parole maintenant à Eric Hunderlein. Merci Lucrezia. C'est un plaisir d'être là et d'avoir ce débat français en France sur l'Europe. Et il y a autour de la table des francophones de tous les pays, ça me fait très plaisir. Comme je savais que j'allais parler en deuxième, je voudrais situer le débat et pas encore rentrer trop dans les détails des différentes propositions. Et je voudrais structurer ça en deux temps. Tout d'abord, je voudrais faire référence à deux moments importants dans la création de la zone euro ou dans l'histoire de la zone euro qui, à mon avis, marquent beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, je voudrais brièvement revenir sur la structure du débat actuel qui est parfois difficile à comprendre. Tout d'abord, les deux moments qu'on a tendance à oublier. Quand l'euro a été créé à la fin des années 80, début des années 90, il y avait deux visions assez claires et logiques. Une vision allemande et une vision française. La vision française, c'était « nous sommes un espace économique très hétérogène. Si l'on veut introduire une monnaie commune, il faut en même temps des institutions politiques, un budget, un gouvernement économique, c'était le terme de l'époque, pour mener à bout cette intégration monétaire. C'était cohérent, c'était logique. La version allemande, où la perspective allemande était tout aussi cohérente, c'était on attend jusqu'à ce que la zone euro ou l'Union européenne soit vraiment intégrée économiquement, et à la fin, la cerise sur le gâteau, ce sera la monnaie unique. Qu'a fait l'Union européenne? Un compromis. Le compromis, c'était on introduit la monnaie unique tout de suite, mais on ne fait rien en termes d'institutions politiques ou autres pour créer ou pour mener à bout ce projet économique. D'une certaine manière, on en est encore là. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment résolu ce problème. Deuxième point historique que Marco m'a déjà volé, c'était que l'Allemagne était l'homme ou le pays malade de l'Europe bien trop tôt. Vous vous souvenez sans doute, en 2004, l'Allemagne, c'était le pays qui ne fonctionnait pas dans la zone euro. À l'époque, personne parmi les autres pays s'occupait des problèmes de l'Allemagne. L'Allemagne avait à résoudre ses problèmes à elle seule. C'est ce qu'elle a fait par des réformes. Et
plus tard, quand la crise de l'euro est venue, l'Allemagne était le pays fort, le pays créditeur, un rôle qu'ils n'auraient pas pu assumer en 2004 de la même manière. Et la logique, c'était tout simplement, ben voilà, on donne un peu de soutien, le soutien nécessaire aux autres pays, mais dans le fond, on ne veut pas de redistribution. C'est les autres pays qui doivent faire ce qu'il faut faire. Parfois, on utilise ce mot de devoir, comme avec les élèves. Faites vos devoirs chez vous, après on verra. Donc ça, c'est deux moments qui, à mon avis, avec lesquels il faut commencer pour bien comprendre le débat d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le débat reste à peu près sur ces termes-là. On a des changements techniques à l'intérieur du système, à l'intérieur du paradigme. On parle d'une réforme du MES, on parle d'introduire une clause de flexibilité dans le MES, on parle de marché de capitaux, ce genre de choses. Ça reste, ce n'est pas un changement en profondeur de la zone euro. Ça reste dans la logique avec laquelle on avait commencé. C'est assez technique comme débat, c'est pour ça que c'est aussi pas très suivi dans la politique des pays. On peut aller un peu plus loin à l'intérieur du paradigme actuel. On peut parler d'un backstop pour l'union bancaire. On peut parler de collective action clauses, de choses de ce type-là. Mais ça ne va pas changer la donne fondamentalement. Après, il y a des débats en dehors du paradigme actuel. Et Emmanuel Macron, l'année dernière, quand il a lancé son discours à la Sorbonne, il a mis quelques pistes dans cette direction-là. Il a dit, voilà, il faut parler d'un budget de la zone euro. Dans la campagne, il avait parlé d'un ministre des Finances de la zone euro. Donc on revient vers cette idée d'un leadership politique de la zone euro, avec un financement, avec une autorité politique, peut-être avec une mini-assemblée ou une commission au Parlement européen capable d'accompagner tout ça d'un suivi démocratique. Mais tout ça implique à un moment, bien sûr, des transferts d'un pays à l'autre. Et c'est là où l'Allemagne, clairement, dit aujourd'hui, nous n'en voulons pas de ce genre d'ajustement. Et pour moi, la raison pour laquelle le débat n'avance pas, c'est parce qu'il y a ces deux approches-là. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans le groupe, c'est de mettre ensemble un paquet de propositions qui permettent de dépasser cette approche assez binaire des choses et de mélanger à la fois des propositions techniques, des propositions plutôt politiques et des propositions qui changent de paradigme dont on va parler, par exemple pas une mutualisation de la dette, mais comment tu dis safe asset en français? L'actif sûr. L'actif sûr qu'on peut partager, qui sont des moyens de ne pas mutualiser la dette, mais d'introduire un tout petit peu de mutualisation et de faire un effet levier dessus pour permettre justement de sortir de ce dilemme-là. Le problème, c'est que ça n'aboutit pas. Il y a aujourd'hui un blocage franco-allemand assez clair, dont la victime, et ça ce sera mon dernier point, est clairement la Banque Centrale Européenne. Et c'est là où la logique, à la fin, ne tient plus debout. Comme les gouvernements ne font rien, la BCE est obligée d'intervenir. C'est ce qu'elle a fait pendant la crise. Aujourd'hui, c'est la BCE qui demande le plus, pas explicitement elle, mais elle devrait faire encore plus, d'une manière encore plus forte, d'intégration par les gouvernements pour justement pouvoir se concentrer sur son devoir qui est la politique monétaire et la stabilité des prix et non pas le leadership politique de la zone euro. Donc en fin de compte, sur ce panel, je crois que je vais clairement dire, c'est une question politique qu'il faut résoudre, moins qu'une question économique, mais parfois les questions économiques ou bien posées avec de bonnes réponses peuvent faciliter un débat politique. Merci Lucrezia. Merci. Francesco, tu es avec moi l'italien dans cette table. Ah non, ben Marco, mais non, Marco, il représente les institutions européennes, hein, donc c'est différent. Et voilà, donc l'Italie est le malade de l'Europe. Comment tu vois les perspectives des réformes avec ces grandes hétérogénéités qu'on a dans cette union? On arrivera à l'Italie, mais plus tard. Et avant tout, je m'excuse, car après le français merveilleux d'Henri, vous trouverez un français beaucoup moins bon. Alors, quelles sont les réformes les plus importantes pour rendre la zone euro plus résistante? C'est la question que nous a posée Lucrezia. Et c'est en effet, à mon avis, un bon point de départ, car choisir des priorités est important pour la raison que le capital politique des pays est limité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace pour trouver un accord
parmi les 19 pays de la zone euro est très limité et ça devient de plus en plus petit. Et ce n'est pas seulement une question de la distance entre l'Allemagne et les autres pays. Et récemment, les positions plus rigides ne viennent plus de l'Allemagne, mais des Pays-Bas et d'autres pays du nord de l'Europe. Donc, pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de capital politique, et donc il faut procéder avec beaucoup de prudence. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire procéder avec beaucoup de prudence? Ça veut dire, à mon avis, faire attention aux objectifs que l'on choisit au moment où l'on décide quelles sont les réformes de la zone euro sur laquelle de penser ce capital politique. Et bien sûr, à ce moment-là, il y avait différentes positions dans le groupe pendant ces 2 jours et on a des idées très différentes. Donc, ce que je vais vous dire, c'était mes idées et après, on écoutera les autres. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, une grande question est: est-ce qu'on a besoin d'une assurance au niveau européen pour les dépôts bancaires? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Alors, bien sûr, une union monétaire serait plus résistante s'il y avait une garantie européenne, c'est-à-dire que s'il y a une banque qui fait faillite en Italie, ce n'est pas seulement le gouvernement italien qui doit s'en occuper, mais c'est l'Europe en général qui s'en occupe. Et ça serait plus résistante, car on pense toujours que peut-être, si c'est une grande banque, l'État italien n'aurait pas suffisamment d'argent pour la sauver. Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment une priorité. Et mon point de vue, c'est que si ce qu'on appelle le bail-in, c'est-à-dire l'éventualité que pas seulement les actionnaires, mais aussi ceux qui possèdent des obligations bancaires participent aux pertes de la banque qui a des problèmes au moment où le capital n'est pas suffisant. Alors, si le bail-in peut être exercé, alors ça veut dire que pour sauver les dépôts bancaires au-dessus de 100 000 euros, ce qui doit être sauvé, la garantie européenne n'est pas strictement nécessaire. Alors, donc, la priorité, c'est d'avoir un mécanisme de bail-in qui marche bien, plutôt qu'avoir une garantie qui marche bien. Et si vous y pensez, même dans la crise de Chypre en 2011-12, les dépôts bancaires au-dessus de 100 000 euros ont été protégés sans une garantie européenne. Donc, c'est un premier exemple. Un second exemple, donc on a discuté la plupart de hier après-midi, ce sont les règles budgétaires. Alors, on est tous d'accord que les règles actuelles, le pacte de stabilité, que l'ancien président de la Commission, Romano Prodi, une fois a défini une règle stupide, sont certainement trop compliquées pour être efficaces. Cela dit, la discussion qu'on a eue pendant ces 2 jours a souligné pas seulement qu'il n'y a pas une solution facile, mais aussi que certains, parmi ces solutions, résolvent des nœuds critiques tout en créant de nouveaux. Donc, ce n'est pas nécessairement un progrès. Je veux encore un exemple. Le fait de remplacer les contraintes sur l'ensemble du budget. Maintenant, on a des contraintes sur l'ensemble du budget, la partie dépenses et la partie revenus. Alors, remplacer les contraintes sur l'ensemble du budget avec des contraintes simplement sur les dépenses publiques aurait l'inconvénient, à mon avis, de ne faire la part entre les dépenses courantes et les investissements publics. Et ça signifierait que le plus grand poids de réduction budgétaire pourrait tomber sur l'investissement public au lieu que sur les dépenses courantes. Et ce n'est pas, à mon avis, une bonne solution. Alors, quelles sont les priorités, après tous ces exemples, où il vaut la peine de penser le petit capital politique qu'on a? Alors encore, je vais vous donner 3 exemples. Ce sont 3 exemples, ça réfléchit mes priorités. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas parler de l'inégalité, qui est une question importante, de l'environnement. Il y en a énormément, non? Mais je reste sur la zone euro. Alors, j'en indique 3. Zone euro et à côté.
Alors, un point de vue est que la priorité, et ça Lucrezia l'a dit au début, c'est un système qui nous permet de faire face à une crise de confiance dans la zone euro, une crise pareille à celle qu'on a eue en juillet-août 2012. C'est une crise que l'économiste appelle un mauvais équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire un mauvais équilibre? Dans le sens que la perte de confiance dans l'euro ou dans une partie de l'euro n'est pas justifiée par des fondamentaux des économies, mais c'est vraiment seulement de la confiance. Le déplacement d'un bon équilibre où il y a confiance, un mauvais équilibre où il n'y a plus de confiance. Pourquoi ça arrive? On n'a aucune idée, mais souvent ça arrive. Et alors comment on fait? On peut faire face. Et ma préoccupation, c'est que les instruments dont on dispose aujourd'hui pour faire face à une crise de confiance ne sont pas beaucoup plus solides de ceux dont on disposait il y a 7 ans. On a ce que la Banque centrale appelle le EMT, le Outright Monetary Transaction, mais cet instrument n'a jamais été utilisé. Donc, utiliser la première fois dans une crise, c'est un risque. Donc, le problème reste ce qu'on s'est trouvé dans l'été 2012. Comment on fait? En 2012, le problème a été résolu par le président de la Banque centrale qui, avec 5 mots, whatever it takes, je ferai whatever it takes, a résolu le problème. Malheureusement, on peut utiliser les mots une fois. Répéter les mots après 7 ans, ça ne va pas marcher. Priorité numéro 2, à mon avis, le rôle de la politique budgétaire dans un monde où le taux d'intérêt reste très bas et le taux de croissance peut aussi rester très bas. Alors cela est un monde où la politique monétaire, les banques centrales sont arrivées à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Les banques centrales ont fait énormément pendant la crise. Si cette crise dont on est plus ou moins sorti n'a pas répété ce qu'on a eu en 1929-30, c'est surtout grâce à ce qu'ont fait les banques centrales, la Federal Reserve aux États-Unis, la Banque centrale européenne. Mais maintenant, les instruments des banques centrales sont plus là. Les taux d'intérêt sont 0, on peut les amener à moins 0,4, mais au-dessus, ça ne marche plus. Alors, c'est le moment de la politique budgétaire et comment utiliser la politique budgétaire dans la zone euro, c'est compliqué. Il y a des pays qui ont énormément de dettes, comme l'Italie, qui ont des difficultés à utiliser la politique budgétaire. Il y a d'autres pays où il y a une idée très forte dans la population, pas dans la politique, mais dans la population, que l'utilisation de déficit, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc ça, c'est un second problème important, car on continue à penser aux politiques budgétaires en Europe comme si le pacte de stabilité, comme si les règles de Maastricht sont encore la chose plus importante. C'est le passé. Ça ne veut pas dire qu'on peut accumuler des dettes toujours, mais repenser à les critères de Maastricht dans ce moment-là où la politique monétaire ne marche plus est important. Dernier point, et après je termine. La croissance et la productivité. Pourquoi ça est important dans la zone euro? Car c'est évident que si la zone euro ne retrouve pas la route pour une croissance économique, tout va être beaucoup plus difficile. Et la croissance de l'économie, c'est très proche de la croissance de la productivité. Ici, à mon avis, on a seulement touché sur ce problème-là ce matin, mais je crois en futur, ce groupe, on s'en occupera de plus. Il y a un grand risque. Et il y a un grand risque qui a origine d'un document franco-allemand encore, qui a été signé par les ministres des Finances des deux pays, Bruno Le Maire et son homologue Peter Altmaier, qui préoccupé par le fait que la Commission européenne a des pouvoirs très forts, a des pouvoirs exécutifs. Vous savez, l'Europe a seulement 2 institutions qui ont des pouvoirs exécutifs, donc ils peuvent prendre une décision sans demander aux États. La politique monétaire, où la Banque centrale a des pouvoirs exécutifs, et la politique de la concurrence, où la Commission
dans la concurrence a des pouvoirs exécutifs. Alors, Bruno Le Maire et Peter Altmaier ont peut-être pas contents d'une décision que la Commission avait prise sur une fusion entre une entreprise allemande et française, ont demandé que la Commission, qu'on enlève à la Commission le pouvoir exécutif dans ce domaine-là. À mon avis, c'est très grave, car je pense que la productivité, enfin, ça dépend de la concurrence. Ce n'est pas évident que mettre ensemble de grandes entreprises pour faire une super grande entreprise, car on a peur de la Chine, ça va augmenter la productivité. Donc, c'est intéressant que la personne qui pourrait être le nouveau président de la Commission européenne, M. Weber, qui est le candidat du Parti populaire pour être le président de la Commission si le Parti populaire gagnait les élections, a dit la semaine passée, je suis totalement d'accord avec ce document. À mon avis, on en parlera beaucoup de ça, mais c'est un sujet qui, à mon avis, est dangereux déjà. Ok, merci Francesco. Donc on reviendra à l'Italie plus tard. Michel Oudebine, de Trésor français. Oui, merci. Bonjour à tous. Et puis merci effectivement pour cette initiative que je trouve extrêmement utile. Un peu comme Marco, je vais juste commencer par un mot, parce que quand on écoute un peu la litanie des uns et des autres, on a l'impression qu'on n'a un peu rien fait. Et du coup, je crois qu'il faut quand même redire juste un mot pour dire qu'on a quand même fait beaucoup pendant la crise. Alors un peu d'accord avec Marco pour dire qu'on l'a fait un peu dans l'urgence. Mais on a des choses, des acquis qui sont vraiment utiles, et notamment nos outils de gestion de crise. Le MES, je pense, c'est quand même une vraie réussite. Et j'espère qu'on n'aura pas à le mobiliser trop rapidement, mais voilà. Et la question qui se pose aujourd'hui, elle est plutôt comment limiter le risque d'avoir une crise nouvelle, quelle architecture pour répondre à ça, et comment compléter ce qu'on a déjà fait. Mais il y a déjà quelque chose sur la table. Dans les points qui me semblent importants, sur lesquels il faut avancer au cours des prochains trimestres, et puis sans doute plutôt années, il y a au moins deux points. Le premier point, c'est la question du le partage de risque au sens très large, à la fois via les marchés financiers et via un partage de risque plus public. Donc on a encore des marchés financiers et bancaires qui sont extrêmement fractionnés entre les pays, avec donc des banques qui ne se parlent pas encore complètement d'un pays à l'autre. Et quand on épargne quelque part, c'est pas si évident que ça s'investit ailleurs dans la zone euro. En tout cas, il n'y a pas d'outils d'investissement complètement intégrés. Et les questions budgétaires, j'y reviendrai. Le deuxième point qui me semble important aussi à essayer de régler, c'est les questions, je crois que ça n'a pas encore été évoqué, les questions de forte divergence entre les États membres. Alors là-dedans, on peut mettre plusieurs éléments. Il y a des éléments d'héritage de la crise. Alors ça peut être les prêts non performants dans le secteur bancaire, des taux de chômage élevés, etc. Et puis ça peut être des éléments de performance économique ou de niveau de prix relatif très différents, qui conduisent notamment à des déséquilibres de balance courante qui sont simplement un symptôme de ces divergences. Alors vous allez voir après, comme c'était la question quelle réforme, que l'approche que je vais avoir est très française, je crois, comme Eric l'a un peu décrit dans son propos. Donc ça ressemble un peu au gouvernement économique. Je voulais insister sur les questions de coordination des politiques économiques avec deux dimensions. Une dimension un peu quelle réaction au cycle, et puis une dimension plus convergence. Sur les questions de réaction au cycle, il me semble que bien sûr, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut faire sur l'intégration financière, union bancaire, union de marché de capitaux. Mais il me semble aussi important de bien avoir en tête que ce ne sera jamais suffisant pour faire face à tous les chocs et diffuser un choc de manière uniforme dans l'ensemble de la zone. Et dans ce contexte-là,
La France a, depuis un nombre d'années important, plaidé pour avoir, disons, soit une capacité budgétaire, donc ça c'est ce qu'on dit maintenant depuis, je ne saurais pas le dire, mais enfin presque une dizaine d'années maintenant, mais avant on était déjà très autour des questions coordination des politiques macroéconomiques, donc on a essayé de pousser un peu les deux en même temps, et je dois dire que ça avance, mais tout doucement. Alors je donne des exemples simplement. On a essayé de pousser les questions de orientation agrégée des budgets de la zone euro, notamment dans le cadre de l'exercice de surveillance, donc, où on en est dans les politiques de la zone euro tous les ans. La Commission nous a aidés à proposer ça également. Simplement, aujourd'hui, on l'a fait une ou deux fois, puis là, cette année, on n'a rien. Il n'y a rien aujourd'hui dans la recommandation de la zone euro pour dire quelle doit être l'orientation générale des politiques budgétaires pour la zone euro. Du côté du budget, il nous semblait que c'était difficile d'en rester à cette coordination très, je dirais, décentralisée, hein, où on dirait quel est l'objectif général et puis chacun essaye de s'y conformer. Pour plein de raisons, je crois qu'elles ont déjà été un peu dites, entre les pays où une relance n'est pas complètement évidente pour leur situation macroéconomique, les pays en difficulté où, par définition, quand ils sont en difficulté, eux-mêmes auront du mal à faire la relance et donc ils attendent un peu que les autres puissent faire. Donc il y a un problème de coordination ici, clairement. Le pacte de stabilité qui a été évoqué par Francesco est lui-même asymétrique. Hein, il propose plutôt la consolidation, mais quand il y a besoin de la relance, il ne donne aucune incitation de ce type. Et c'est dans ce contexte-là qu'il me semble qu'il est très utile d'avoir vraiment une capacité budgétaire pour pouvoir, là aussi ça a été dit, compléter l'action de la Banque centrale en tant que de besoin. Et voilà, il me semble qu'il y a beaucoup de papiers qui vont dans ce sens. L'autre point que je voulais évoquer, c'était la question de convergence. Juste pour dire qu'il me semble que les divergences de compétitivité sont un problème commun. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent vu comme ça. Je le dis simplement. Quand un pays a une compétitivité prix relative qui est bien meilleure que les autres, au hasard, un grand pays de l'autre côté du Rhin, il va réussir à exporter beaucoup, il va être trop plein d'emplois. Simplement, pour les autres, évidemment, c'est plus difficile. Et eux, à l'inverse, ils vont se retrouver dans une situation avec plus de chômage et des difficultés à exporter. On s'attend à ce qu'à moyen terme, celui qui est en plein emploi voit ses salaires un peu accélérés, puis ceux qui sont en situation plus difficile voient leur salaire ralentir. Alors ici, il me semble qu'il y a aussi besoin de coordination. C'est-à-dire que si tout le monde a envie de conserver son avantage compétitif, tout le monde a envie d'avoir des salaires qui ne sont pas très dynamiques. Et d'une certaine manière, si l'Allemagne ne voit pas ses salaires s'accélérer, pour tout le monde, c'est difficile de rattraper la compétitivité de l'Allemagne, avec des risques importants qu'il y a à ça. L'inflation moyenne de la zone euro est basse. Dès qu'il y a un choc, on a un risque de déflation peut-être plus grand que dans d'autres zones où le marché du travail et le marché intérieur fonctionnent un peu mieux. Voilà, donc un problème de coordination également de ce côté-là. Comment on s'en sort ? Il y a deux façons. Une façon très positive qui est de dire je vais réussir à résorber les écarts de compétitivité via plus de productivité dans les pays qui sont en rattrapage. Simplement, on voit bien que c'est tout sauf acquis. D'abord, il y a des mécanismes macroéconomiques qui peuvent conduire à des mécanismes un peu inverses de celui-là. Et puis, on imagine bien que tous les pays ont envie de faire un maximum de productivité. Donc, ce premier aspect est utile, mais sans doute pas suffisant. Il y a un deuxième aspect, je l'ai déjà évoqué, la question des salaires. Là, en général, ce qui est dit à la France, c'est « Ah, mais il n'y a pas d'outils dans les mains des pays ». Mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des salaires publics, il y a le salaire minimum, le fonctionnement du marché du travail au sens large qui peut contribuer à la dynamique des salaires dans chacun des pays. Alors, quelle action ? Et je terminerai là-dessus.
les actions, il me semble qu'il y a une procédure qu'on n'a pas évoquée encore, c'est la procédure sur des déséquilibres macroéconomiques. Alors là, on rentre un peu dans la technique, mais qui essaye de regarder justement ces questions de déséquilibre, de compétitivité et de faire des recommandations au pays sur ce qu'il faudrait faire. Et il me semble que là-dedans, on doit pouvoir aller, y compris jusqu'à des recommandations sur les salaires. C'est vrai que jusqu'à présent, au Conseil, ça a toujours été plus compliqué, assez compliqué d'avoir des recommandations de ce type. Il y a la question aussi des conseils de compétitivité dont le rapport pour la France devrait être rendu public, je crois, cette semaine, qui essaye de regarder aussi un peu ces questions-là au niveau national, mais d'apporter aussi de la coordination au niveau de l'Union, enfin de la zone euro. Et enfin, il y a la question peut-être d'un budget zone euro pour favoriser la convergence, et ça c'est le point que Marco a signalé tout à l'heure, c'est ce qu'on essaye de faire d'ici juin au sein du Conseil. Pour conclure, juste, il me semble que le moment est quand même relativement propice d'une certaine manière, parce que par rapport à il y a un an ou deux où la croissance était assez forte, le ralentissement, d'une certaine manière, peut aussi donner un peu plus de traction politique comme pouvait y en avoir peut-être il y a 2 ans pour faire évoluer les choses. Il me semble aussi, mais je crois que Marco l'a aussi évoqué, que le fait que les chocs macroéconomiques auxquels la zone euro est confrontée soient objectivement asymétriques peut aussi donner de l'impulsion à faire bouger les lignes. Tu as évoqué la question du ralentissement en Chine, mais on pourrait évoquer la question du Brexit aussi, qui touche pas du tout de la même manière les pays au sein de la zone euro. Voilà, je vais m'arrêter là, donc un petit message d'espoir pour terminer. Merci. Jean Pézalet. Merci. Je voudrais reprendre 3 points. D'abord sur le pourquoi, sur le comment, et puis pour répondre à la question de Lucrezia sur les chantiers. Alors, sur le pourquoi, bon, l'euro a 20 ans, on a un peu perdu la mémoire des origines. Je voudrais quand même rappeler que c'est un projet français, et ce n'est pas un projet allemand. C'est un projet français au départ. Historiquement, ce sont les Français qui l'ont demandé. Et ils l'ont demandé pour une raison très simple. C'est que nous étions dans une situation dans laquelle la politique monétaire, c'est-à-dire le niveau des taux d'intérêt, pour l'ensemble des pays de ce qu'on appelait le système monétaire européen, était fixée par la Banque centrale allemande. Et elle était fixée en fonction du mandat de la Banque centrale allemande qui portait exclusivement sur la stabilité en Allemagne. Et nous, notre Banque centrale, la Banque de France, en dépit de tout son apparat, avait simplement pour fonction de suivre à quelques dixièmes de seconde d'intervalle les décisions qui étaient prises à Francfort par le Conseil de la Bundesbank. Ça, c'était le résultat d'une situation dans laquelle, dans la compétition pour la lutte contre l'inflation, la Bundesbank s'était montrée beaucoup plus efficace que les institutions françaises. Et donc, elle avait conquis cette prééminence dans le système européen. Évidemment, ce n'était pas soutenable dans la durée, d'autant plus qu'on était arrivé dans une situation dans laquelle la France avait réduit très fortement son inflation, et donc il n'y avait plus de raison de considérer que les décisions devaient être prises par un pays pour tous les autres. Et donc, nous avons demandé qu'on constitue une banque centrale commune, avec une décision partagée entre les différents, non pas les pays, mais disons des personnes qui désignées par des différents pays qui participaient. Et c'est comme ça qu'on a constitué la Banque centrale européenne, qui, soit dit en passant, est une institution remarquable qui s'est en quelques années, enfin 2 décennies, hissée au niveau des grandes institutions monétaires mondiales, et elle n'a pas à rougir dans la qualité de son expertise, dans ce qu'elle fait, dans la qualité de la réponse à des situations extrêmement difficiles par rapport à ce que fait la Réserve fédérale américaine ou à ce que font d'autres banques centrales. Donc ça, on aurait pu faire un autre choix qui aurait été de dire on passe au change flottant et chacun reprend sa politique monétaire et on laisse les taux de change fluctuer. Simplement, il n'y avait à l'époque absolument aucun accord en France pour ça, ni d'ailleurs en Europe. On considérait collectivement qu'il était important d'avoir des monnaies stables, des taux de change fixes les uns par rapport aux autres. Et donc le moyen d'avoir des taux de change fixes et en même temps d'avoir une décision partagée, c'était de faire l'union monétaire.
Ça, c'est le pourquoi. Alors, on en attendait d'autres effets. On en attendait des effets d'intégration économique. Ils se sont en partie produits. On en attendait des effets d'intégration politique qui ne se sont pas produits. C'est-à-dire que, contrairement à une vision un peu naïve d'un point de vue anthropologique, la monnaie n'a pas créé un sentiment d'appartenance commun, n'a pas créé de la solidarité, au sens que donnait Marco Butti. C'est-à-dire qu'on a cru que la monnaie, ça allait créer une communauté. À l'époque, on citait... souvent, c'était le président de la Banque centrale allemande, Hans Dittmeier, qui citait un philosophe français de l'époque de la construction de Notre-Dame, ou quelque chose comme ça, un peu plus tardif, Nicolas Oresme, qui disait « La monnaie n'appartient pas au prince, elle appartient à la communauté ». Et on a cru qu'on pouvait inverser la formule et qu'en créant une monnaie, on créerait une communauté. Ça ne s'est pas fait. Et la communauté, elle s'est créée dans la douleur, elle ne s'est pas créée par le simple fait qu'on crée la monnaie. Donc on a fait des erreurs. Alors ensuite, comment ? C'est une affaire de compromis. Je crois qu'on l'a tous dit, chacun à notre manière. Et les compromis, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a qui ne sont pas ambitieux, il y en a qui sont ambitieux. Et puis surtout, il y en a qui sont incohérents, il y en a qui sont cohérents. Et le groupe franco-allemand d'économistes s'est réuni parce que nous en avions collectivement assez de nous rencontrer, de nous dire beaucoup d'amabilité, de ne pas nous comprendre, et de nous séparer à la manière de ces familles dans lesquelles, après les repas de famille, on s'embrasse, on se dit à la prochaine fois, mais on s'est passé la journée à se disputer. Et on s'est dit, il faut qu'on travaille sérieusement et il faut qu'on essaie de trouver des bons compromis. Alors, les mauvais compromis, on en a des exemples. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la Grèce s'est trouvée en faillite, les Français ont dit, on ne peut surtout pas laisser la restructuration de la dette grecque se faire. C'est-à-dire, on ne peut surtout pas réduire la valeur de la dette grecque, ne pas rembourser les créanciers. Ça, ce serait un très très mauvais signal. Ce serait donner le signal que tous les pays européens peuvent subir la même chose. On aurait des effets de contagion terribles et puis on aurait immédiatement des effets sur les créanciers des banques grecques. Donc il faut trouver le moyen de sauver la Grèce. Et les Allemands ont dit, mais non, ça c'est un très très mauvais signal, parce que si on fait ça, on va donner le signal au contraire aux États qu'on peut s'endetter de manière irresponsable et qu'à la fin, il y aura toujours une solution. Donc on a trouvé un compromis. Le compromis, c'est qu'on a prêté à la Grèce à des taux d'intérêt punitifs. Donc on a prêté, effectivement, donc la Grèce ne pouvait plus se financer sur les marchés, on lui a prêté, mais on lui a prêté à des taux d'intérêt à un tel niveau que, évidemment, le niveau de sa dette a encore augmenté et que sa situation a encore empiré. Et ça, c'est typiquement le mauvais compromis, c'est-à-dire le mauvais compromis dans lequel on cherche un point moyen entre la position française et la position allemande, et on tombe sur un compromis qui est incohérent. Il était cohérent de prêter à la Grèce à des taux d'intérêt très faibles, il était cohérent d'organiser tout de suite la restructuration de la dette grecque, mais il n'était pas cohérent de trouver le point moyen. Et donc, ce qu'on a cherché dans notre groupe, c'est de trouver non pas le point moyen, mais de trouver des complémentarités. C'est-à-dire d'aller chercher à chaque fois, parce qu'on raisonne différemment, on raisonne avec des appréciations du risque qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas... les Allemands sont toujours beaucoup plus sensibles au risque de long terme. Nous, on est plus sensibles au risque, disons, conjoncturel. Les Allemands, en général, ont plus tendance à dire qu'est-ce qui se passe si les gens se comportent mal. Nous, on a tendance à dire qu'est-ce qui se passe si les gens se comportent bien et qu'il nous arrive des chocs qui nous viennent de l'extérieur. Donc on s'est dit, mais tout ça est vrai. Tout ça, ça représente des dimensions des problèmes qu'on a à résoudre. Il faut qu'on tous on les prenne en charge. Et donc on a cherché des complémentarités. C'est-à-dire qu'on a cherché à aller loin dans la direction des positions, des préoccupations françaises et loin dans la direction des préoccupations allemandes. Et ce qu'on a trouvé en faisant ça, c'est qu'on pouvait construire des compromis qui étaient non pas simplement un équilibre, mais qui renforçaient, dans lesquels il y avait de la complémentarité entre les deux. C'est-à-dire, par exemple, que si on disait il faut plus de responsabilité des États par rapport à leurs finances publiques, c'est-à-dire qu'il faut éventuellement que s'ils sont précisément dans une situation dans laquelle ils sont devenus insolvables de fait, il faut accepter la réalité qui est qu'il faut restructurer leurs dettes, il faut faire payer les créanciers. Et en même temps, si on fait ça, il faut sécuriser le système financier. Il faut éviter qu'on ait des phénomènes de répercussions en chaîne de ce type de crise qui se produisent
Et donc, il faut construire des éléments qui sont des éléments de solidarité qui éviteront cette répercussion en chaîne. Et de la même manière, si on demande aux États d'être plus disciplinés, il faut aussi leur offrir des coussins de sécurité pour qu'ils puissent emprunter dans certaines situations, parce que si on veut les mettre plus en situation de tension pour qu'ils se comportent bien, il faut aussi que quand ils subissent des chocs, ils aient une possibilité de se financer. Et donc il faut leur offrir des coussins de sécurité par des lignes de précaution offertes par le mécanisme européen de stabilité. Donc cette démarche, c'est une démarche qui non seulement nous a permis de trouver, formuler un certain nombre de propositions, mais ce qui est assez remarquable, alors même qu'il y a eu beaucoup de discussions, qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'est que depuis 1 an et demi qu'on a formulé cela, en partant de points de vue qui étaient très différents, le groupe est divers, eh bien, nous sommes tous restés fidèles aux propositions qu'on avait formulées ensemble, parce qu'elles nous semblaient répondre sur le fond à un problème. Et il nous semble que c'est ce type de démarche qu'il faut essayer d'adopter. Alors, ça, et je conclurai là-dessus, ça renvoie à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, hein, quelle priorité il faut se fixer. Alors, Marco parlait du temps qu'il avait fallu pour faire aux États-Unis constituer le système monétaire, hein, en donnant le point de repère 1791-1934. Malheureusement, je pense qu'on est beaucoup plus pressé que ça. Hein. On est beaucoup plus pressé que ça parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans des constructions partielles, ne serait-ce que parce que ce qui nous tient ensemble, c'est moins fort que ce qui tient les peuples des États-Unis ensemble. Il faut se rappeler qu'à un moment où ils ne voulaient plus vraiment tenir ensemble, il y a eu la guerre de sécession et elle a été réglée par les armes. Donc il faut savoir que ce qui tient l'unité américaine, ce sont des choses qui, historiquement, n'ont rien à voir avec ce qui nous tient ensemble en Europe. Ce qui nous tient ensemble en Europe, c'est que le sentiment qu'on est plus fort, qu'on est mieux, qu'on est plus prospère ensemble que séparés. Et donc, il est très important, je crois, à chaque pas, d'essayer de résoudre un problème. Et ne pas être dans un progrès millimétrique qui fait que chaque crise est l'occasion de découvrir qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas résolus. Donc, pour répondre précisément à la question qui était posée, je dirais... Une priorité, c'est de clore un dossier qu'on a ouvert. En 2012, on a ouvert le dossier de l'union bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dit que les banques ne doivent plus être des agents de transmission de l'instabilité entre les banques et les États. Les banques, ça agrège de risques. Hein. Une banque, ça fait du crédit. Et comme il y a du risque de crédit, quand il y a une crise immobilière, la crise immobilière se reporte sur les banques. Et reportant sur les banques, ce qui s'est passé en Espagne, par exemple, ça se reporte sur l'État. Et donc, ça crée de l'instabilité. Bon, il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une union bancaire dans laquelle les banques agrègent le risque à plus large échelle et puis ne reportent pas le risque sur leur État lorsqu'il y a un problème. Bon, ce chantier, c'est un chantier énorme. On l'a entamé, on ne l'a pas terminé. Et moi, je ne voudrais pas qu'à la prochaine crise, on découvre qu'il n'a pas été terminé, que le problème est toujours là, que les crises des banques, les crises immobilières se transforment toujours aux banques nationales qui se transfèrent aux États. Et du coup, voilà, on peut dire qu'on a fait énormément de choses, on a prétendu faire énormément de choses, mais le problème est toujours là. Or, aujourd'hui, le risque est très présent, qu'on observe que c'est toujours là. Donc, il faut terminer ça. Et il faut terminer ça en plaçant au niveau européen, vraiment complètement, un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui sont en partie au niveau national, en partie au niveau européen. Donc il y a des tas de sujets techniques, l'assurance des dépôts, les questions de résolution des crises bancaires, les questions de savoir qui va payer, etc. Donc il y a toute une série de dimensions. Mais le point important, c'est de terminer ça et d'arriver à un système qui est un système bancaire intégré dans lequel les banques ne sont plus des agents de faiblesse et de transmission des chocs aux États. Et puis ce qu'il faut ouvrir, je dirais, c'est quelque chose qui était présent à l'origine du projet d'union monétaire, qu'on a oublié, on a certainement eu raison de l'oublier pendant 20 ans, qui était l'idée de créer une monnaie internationale. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase dans laquelle ce qu'on croyait être une monnaie qui était à la disposition de tous, qui était une espèce de bien public, de monnaie mondiale, s'appelait le dollar, est redevenu, de manière beaucoup plus marquée, un instrument de puissance de la part d'une administration qui ne cherche pas le bien-être de la planète tout entière. Et dans le même temps,
ce fait-là, hein, typiquement l'utilisation du dollar pour mettre en place et renforcer des sanctions à l'égard de l'Iran qui ne sont pas des sanctions acceptées par la communauté internationale. Ce comportement-là va accélérer la volonté chinoise de développer une zone monétaire propre et donc de se situer sur le plan monétaire comme sur d'autres plans en rival par rapport aux États-Unis, même s'ils sont évidemment aujourd'hui extrêmement loin d'avoir une monnaie internationale. Eh bien, nous, Européens, on s'est doté d'une monnaie, c'est la deuxième monnaie internationale. Il faut qu'on prenne en charge cette question de son rôle international et de ce qu'elle peut nous apporter. C'est une des conséquences d'avoir créé cet espace commun, d'avoir créé des institutions de qualité. C'est quelque chose qu'on peut nous être utile et qu'on peut offrir à d'autres aussi. Et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et donc, c'est le chantier à ouvrir, c'est vraiment de voir comment, pas à pas, avec prudence, on peut développer un rôle international de l'euro qui accroîtra notre autonomie et qui accroîtra notre capacité de peser dans un certain nombre de débats internationaux. Merci. Natacha, la voix de la BCE. Merci de Chrétien. Merci beaucoup. C'est toujours une gageure de passer derrière Jean parce qu'il a une capacité de synthèse marquée. Mais c'est un plaisir aussi parce que tu as commencé ton intervention sur un point qui sera le début de la mienne, qui est la question de la confiance et de ce qu'on voulait atteindre en créant cette monnaie unique. Et de la même manière que tu soulignes, et justement, je pense qu'on n'a pas réussi à créer une confiance autour de ce que doit représenter l'euro. Je pense que ce manque de confiance ou cet échec partiel, il est lié au fait que les citoyens des pays membres de la zone euro n'arrivent pas à s'identifier avec les institutions qui font constellation autour de cette monnaie unique. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle aux citoyens aujourd'hui, vis-à-vis de la Commission, le MES, qui sait ce que c'est que le MES? Bon, nous, on sait, plus ou moins. C'est un petit peu... C'est des choses qui sont dans des acronymes un peu technocratiques, c'est des choses qui sont éloignées, c'est des institutions qui ont été souvent instrumentalisées dans les débats nationaux, plus ou moins à bon escient. On n'a pas forcément mis une priorité de qualité dans le discours qu'on portait sur ces institutions. Et pourtant, Marco sait à quel point le travail a été profond et la motivation, je pense, des fonctionnaires européens était sincère et grande. Qu'effectivement, je trouve que c'est dommage. On a du principe de subsidiarité de partout. Bref, on est un peu dans un coin, comme on dit en franglais. Ceci étant dit, quand on demande aux citoyens aujourd'hui, et ça c'est le dernier Eurobaromètre, est-ce que vous avez confiance en l'euro ? 75% des Européens vous disent oui, j'ai confiance en l'euro. Donc là, on a quand même réussi quelque chose. Et je pense qu'autant il y a un manque de confiance institutionnelle, autant vis-à-vis de, j'ai envie de dire, l'institution monnaie, indépendamment de la façon dont elle s'est déployée par des institutions au sens classique du terme, je pense qu'elle est là. Je pense qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent, elles sont nées avec l'euro, elles concevraient très difficilement ne pas vivre dans une zone monétaire avec une monnaie commune. L'euro, c'est un ciment. C'est un ciment des citoyens. Et ce ciment-là, il n'a pas su s'exprimer autrement que par l'usage qu'on en fait, par l'opinion qu'on en a, et par le fait que finalement, il y a ce sentiment quand même d'appartenance malgré tout. Le deuxième symptôme de réussite, et là je pense qu'effectivement Jean parlait d'un projet, mais pour moi c'est quelque part une réussite, le fait que l'euro ce soit la deuxième monnaie, comme tu le soulignais très bien, comme monnaie de réserve, comme monnaie de compte dans les échanges, toutes les dimensions d'utilisation d'une monnaie, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et Dieu sait si elles sont géopolitique, effectivement, l'euro est pratiquement toujours en deuxième position. Donc ça veut dire que les banques centrales asiatiques, elles ont envie d'avoir de l'euro dans leur portefeuille, mais ça veut dire aussi qu'on a quelque chose qui remplit une fonction et qui a une utilité un peu sui generis, mais la preuve est dans les faits. Donc je pense qu'effectivement, alors je dis que c'est pas un projet, mais en fait je biaise un peu le propos, puisqu'effectivement, pendant 20 ans, et la BCE a fait partie de ce non-message-là, on a dit mais non, on n'a pas vocation on n'a pas créé l'euro pour avoir vocation à en faire, en plus, par-dessus le marché, une monnaie internationale proprement dit. Les choses ont évolué,
Et là, je pense qu'on doit remercier la Commission européenne qui, au mois de décembre l'année dernière, donc c'est très récent tout ça. Effectivement, le calendrier que j'en donne, c'est pour les 5-10 prochaines années, mais ça commence maintenant. La Commission a dit, voilà, bah, peut-être qu'effectivement, en fonction des événements géopolitiques qui ont été évoqués, mais aussi en fonction de l'état de fragilité sur certains aspects institutionnels de l'euro, voilà, on a une bonne raison de revenir, de remettre ça sur le métier et de voir ce qu'on peut faire pour approfondir cette question-là. Et la Banque centrale qui est en charge de l'émettre et de maintenir sa stabilité, autant elle a eu, de façon assez justifiée à mon avis, une approche assez neutre par rapport à cette question. S'il y a un environnement politique qui est en soutien d'un rôle international de l'euro un peu plus volontariste, la Banque centrale européenne va certainement pas freiner des quatre fers pour empêcher que ça arrive. Donc tout ça pour dire de façon un peu euphémistique que l'euro malgré tout est encore là et ça c'est un succès. Alors pour faire le lien avec des dossiers qui ont été évoqués déjà à plusieurs reprises, c'est un petit peu Jacob parle encore derrière moi, donc c'est un peu difficile d'arriver en fin de propos. Mais je pense qu'il y a une dimension importante sur les réformes et sur les priorités d'agenda au niveau européen. Ces dimensions, elles ont été évoquées dans le cadre des différentes positions franco-allemandes. J'aurais envie d'en soulever une, c'est la question de la convergence et de la compétitivité versus, ou quasiment versus, la question de la stabilisation, du rôle de ce qui nous manque au sein de la zone euro, pour être capable de tous converger vers un modus operandi économique suffisamment similaire pour qu'il n'y ait pas de tension liée au fait qu'on ait la même monnaie et des taux de change fixes, pour qu'on devienne tous collectivement, mais aussi les uns par rapport aux autres, avec des degrés de compétitivité alignés et les plus élevés possibles. Je pense que ça, c'est deux objectifs qui sont le plus proches du consensus aujourd'hui, du consensus sur les positions les plus opposées autour de la table. Donc, faisons feu de ce bois-là et essayons d'acter, avant la fin de la commission actuelle, j'en sais rien, mais le plus vite possible, ce qui fait partie du consensus aujourd'hui. Parce que si on se borne à se dire, voilà, il y a encore des choses difficiles, mais on veut quand même insister, on ne passe pas par la porte principale, peut-être que par la fenêtre, ça va marcher. Je ne suis pas très optimiste sur le fait de marcher, de faire avancer les choses par étapes. Donc je suis une assez grande fan de cette question de convergence et de compétitivité. Par le biais, par exemple, d'une capacité d'investissement commune. Il y a des choses qui font, pareil, un peu beaucoup plus consensus que d'autres. Sur le digital, sur le traitement des données, sur la 5G, enfin, toutes ces dimensions-là qui ont un aspect où ce qu'on appelle les externalités positives, je vais dire quasiment technologiques, sont univoques. Donc je pense que ça, c'est une bonne priorité. La deuxième dimension qui peut se traiter par le biais de la convergence et de la compétitivité, c'est la question des externalités de climat. Alors là, comme Banque centrale, c'est un peu difficile d'en parler. C'est difficile sans l'être. Je vais vous donner une anecdote. La semaine dernière, j'ai été invitée par un petit groupe de jeunes professeurs, plus des étudiants, mais c'est des gens qui commencent dans la vie active et qui invitent comme ça des gens de différents milieux pour venir leur parler. Et on a parlé au bout. Alors donc moi, je venais leur parler de la crise, la politique monétaire, ce que c'était que l'euro, comment les choses s'étaient passées. Et au bout de 10 minutes, on a parlé ensuite pendant plus d'une heure et demie comment les banques centrales pourraient être amenées à faciliter la transition énergétique. De ce point de vue-là, la Banque centrale européenne, elle a été à peu près silencieuse jusqu'à très récemment, où si vous faites de l'archéologie sur le site de la BCE, vous allez trouver un discours de Benoît Cœuré, qui est à notre directoire, qui a quand même accepté de mettre le pied dans le plat. Mais il y a d'autres banquiers centraux qui se sont bien rendus compte depuis longtemps et qui en ont parlé depuis longtemps, qui se disent le risque climatique, c'est un risque extrême, mais tangible. Et donc, c'est aussi un risque de stabilité financière. Vous voyez par où il faut passer quand même pour arriver à ce qui devrait être évident. Et donc, comme ça peut représenter éventuellement un risque de stabilité financière, les banques centrales doivent s'en occuper. Alors, si on creuse la question, et là, ce n'est pas la BCE qui parle, c'est vraiment le processus de la démarche intellectuelle, les banques centrales aujourd'hui ont acheté énormément de titres de dette, et il est très probable que ces titres de dette massifs restent pendant longtemps dans les bilans des banques centrales. Et donc, ces titres de dette, ils ont servi à financer quoi? Alors, je laisse la question ouverte, mais c'est un fil à tirer, parce que si on est vraiment concerné par la transition énergétique, je pense qu'il y a des réflexions à avoir de ce point de vue-là. Donc ça, c'était mon deuxième point.
Le troisième point, c'est sur la question de l'union des marchés de capitaux, union bancaire. Encore une fois, ici, je serai pragmatique. On a beaucoup de dossiers qui sont problématiques. Un exemple que Marco connaît très bien, c'est qu'on a aujourd'hui lancé un axe de réflexion qui est un peu l'ultime axe de cette année 2019 sur l'assurance des dépôts, qui a été évoquée à plusieurs reprises. Mais on a mis dans le même panier l'assurance des dépôts, les actifs sûrs, le traitement des risques souverains dans les bilans des banques. Ça, en principe, ça devrait vous sembler un panier très confus. Et c'est effectivement un panier très confus. Il y a des liens logiques entre les uns et les autres. Mais si on sait que sur chacun de ces points, il y a des nœuds de tension qui se sont exprimés depuis au moins 5 ans, si ce n'est pas plus, Michel, tu étais le mieux placé aussi pour le savoir. Si on met 3 nœuds de tension compliqués entre eux, c'est un petit peu difficile de croire, ou enfin vraiment y croire, qu'il va en sortir quelque chose au bout du compte. Donc voilà, simplifions les choses et prenons ce qui est facile à prendre. Alors, je vais sauter l'étape que penser du mécanisme européen de stabilité. À mon avis, c'est un des grands acquis des institutions qui ont été créées pendant la crise. Effectivement, et ça a été évoqué au départ, c'est ce qui pourrait permettre à la politique monétaire de ne pas aller là où elle ne doit pas aller. Et c'est vrai aussi qu'on a demandé à la politique monétaire... C'est une politique contracyclique, la politique monétaire. Ce n'est pas une politique structurelle. Alors la Banque centrale fait plein d'autres choses que de la politique contracyclique. Mais on a demandé à la politique monétaire de faire toute la politique contracyclique pendant la crise. Alors qu'en général, on partage ça entre la politique monétaire et je prononce le mot budget pour la première fois, et c'est sciemment, et la politique budgétaire. Et là, mon dernier point, et je pense que c'est un dossier important pour l'Europe aujourd'hui, mais de façon générale pour l'ensemble des économies avancées, c'est la question de l'articulation entre la Banque centrale et les gouvernements. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les banques centrales sont indépendantes de leur gouvernement. Alors, vous allez me dire, en Europe, dans la zone euro, il n'y a pas de gouvernement, c'est facile. On a quand même un conseil des gouverneurs avec tous les pays membres autour de la table, donc dans une certaine mesure, il y en a un. Mais on se rend compte que dans les discussions autour des banques centrales, qui sont devenues des agents super puissants financièrement, de par la taille de leur bilan, on commence à avoir des propos qui disent ben voilà, la Banque centrale c'est compliqué, c'est la Banque centrale qui nous jette dans la récession, il faut mettre un petit peu de limite à cette indépendance-là parce que c'est quand même pas normal. Et puis ce à quoi on ajoute les discours sur les crypto-monnaies. Bref, les banques centrales sont un peu sur la sellette, mais je voudrais mettre en garde contre les discours un peu faciles et démagogues qui pourraient faire croire trop facilement que renoncer à l'indépendance des banques centrales, ça ne serait pas coûteux pour les économies et pour les sociétés en général. Donc je pense qu'effectivement là, ce sera un dossier dont l'Europe doit s'emparer aussi. Merci Natacha. Maintenant, Jacob. Oui, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Il y a la phrase peut-être la plus connue de Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et malheureusement, on a eu la plus grande crise financière dans la mémoire des gens qui vivent aujourd'hui. Et malheureusement, cette crise n'était pas suffisante pour vraiment résoudre le problème de l'euro. On a fait du progrès, et c'était évoqué en détail, on a fait du progrès, mais ce n'était pas suffisant. Donc la grande question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette grande crise dans l'esprit de Monnet n'était pas suffisante ? Il y a 2 interprétations. Il y a une interprétation très intelligente, et ça a beaucoup inspiré le groupe des 7 économistes, que peut-être il n'y avait pas encore des compromis suffisamment intelligents. À l'époque, les gens n'avaient pas pensé, et dans la prochaine crise, ça va se résoudre. Pourquoi pas ? C'est possible. Il y avait un manque d'intelligence. Ça arrive. Mais je ne suis pas sûr. Parce que l'idée de base du compromis était déjà là au début de la crise. L'idée de base qu'il fallait un compromis entre solidarité et responsabilité, c'était clair. Et on a
fait très peu de progrès dans ce sens-là. Et je pense, c'est un petit peu, quelqu'un fait l'escalade ici, je ne le fais plus, je suis trop vieux maintenant, mais quand on fait l'escalade, souvent, le chemin le plus direct, c'est le plus difficile. C'est pas le plus facile, c'est le plus difficile. Et je pense, en économie, souvent, on ne se fait pas de soucis comment arriver au sommet. On définit le sommet, c'est le steady state, et puis on espère que la société va bouger. Mais en réalité, c'est très difficile, c'est la politique. Et les routes les plus directes, souvent, ne marchent pas. Et on tombe, on retombe. Et si on est sécurisé, on peut réessayer encore une fois, sinon c'est grave. Je pense, il y a, et c'était déjà dit, la monnaie unique a créé beaucoup de choses, mais n'a pas créé une communauté, n'a pas créé un environnement où on se fait confiance. Et juste pour donner une idée pourquoi c'est important, imaginons une version de solidarité très extrême et pas très particulière, mais je pense c'est utile. Imaginons si on mettait toutes nos cartes bleues dans un chapeau, dans cette salle, et puis chacun tirait la carte bleue de quelqu'un d'autre. Et après une semaine, on regardait si ceci aurait changé notre comportement. Et je pense qu'il y a une forte probabilité que oui. Peut-être si on fait ça en famille, ça va. Parce qu'on a une bonne conscience, on ne vit pas ensemble pendant une semaine, mais pendant 50 ans et au plus. Donc peut-être c'est moins grave. Mais donc on a vraiment, pour avoir de la confiance, on a besoin d'une communauté. Sinon, toutes ces transactions qu'on pourrait imaginer, solidarité, responsabilité, si ce n'est pas crédible, ça ne va pas marcher. Donc, moi, je suis en faveur d'un petit détour. Et c'est coûteux, les détours, parce qu'on a très peu de temps. Et c'était évoqué. Il est possible qu'il y ait une prochaine crise dans les 3 ans qui viennent. Mais quand même, je suis en faveur d'un détour. Pour répondre, Lucrezia, à ta question, un détour à travers la création d'une vraie communauté européenne. Et on l'a, dans certaines mesures, mais il y a beaucoup de domaines où on pourrait créer beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de confiance dans l'Union européenne. Si on le ferait maintenant, je vais brièvement évoquer 6 domaines. On a enlevé nos frontières internes, c'est merveilleux, mais cela veut dire que l'accueil des réfugiés et le contrôle des frontières externes, ça devient un bien public européen. Mais on a mal organisé ça. Aujourd'hui, la sécurité, la défense, on est dans l'époque de la mondialisation, ça ne se fait plus par les États membres, ça devrait se faire par l'Europe. L'aide au développement, les crises en Tunisie, Algérie, tout ça, c'est incroyable qu'on n'est pas capable, même si c'est tellement important pour nous, de bien régler les affaires dans notre voisinage. Aujourd'hui, c'est toujours principalement bilatéral. Ça marche mal. La transition énergétique, donc peut-être Nachat était déjà un peu dans l'esprit de ce détour. C'est quelque chose qui, même si c'est un bien public global, ça se fait beaucoup mieux en Europe que par chaque État membre séparément. Il y a des autres domaines, la digitalisation et d'autres. Donc moi, je serais vraiment en faveur, même si ça ne résout pas directement le problème de l'euro, de faire ce détour. C'est un détour très profitable dans le sens qu'il y aura une grande valeur ajoutée, ça va construire beaucoup de confiance et en plus, c'est beaucoup moins probable que quelqu'un quitte le jeu. Il y a le problème du Brexit. Et si quelqu'un quitte le jeu de l'euro, ce sera encore plus grave. Mais s'il y a toutes ces choses en fait ensemble, et il y a une telle valeur ajoutée, même s'il y a quelques leaders qui racontent des mensonges quand c'est fait pour le Brexit, c'est peu probable qu'il y aura une majorité pour une telle aventure de quitter l'Europe.
Et donc, je pense que ça vaut la peine essayer ce détour pour construire une vraie valeur ajoutée, pour construire une communauté, et puis, évidemment, implémenter le bon compromis qui était développé par les 7 et 7, avec un certain retard, mais peut-être ce détour vaut la peine. Bon, d'accord. Et merci beaucoup. Maintenant, bon, la discussion est ouverte. Donc, j'ai une question ici.